Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Tu joues ou quoi pour cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons détruire des forteresses avec des factions d'animaux plus malins ou plus forts les uns que les autres avec le jeu Indomptable. Indomptable, c'est un jeu de Jérémy Falguer et Milan Lefers. C'est un jeu pour 2 à 3 joueurs lorsque vous avez une boîte, mais plus de joueurs si vous avez plusieurs boîtes. C'est pour 20 à 30 minutes. Alors 20 minutes, laissez tomber, vous n'arriverez jamais à jouer en 20 minutes, ça c'est sûr. Et c'est à partir de 10 ans, je crois, oui c'est ça, 10 ans. C'est un jeu édité en français chez Bad Test Game et chez Boom Boom Games, qui devient bientôt, ou je crois que c'est déjà fait, peut-être Bad Boom Games. Voilà, donc Indomptable. On voit tout de suite comment ça fonctionne et je vous retrouve juste après pour les avis sur ce jeu. Dans une boîte de Indomptable, vous allez avoir 9 factions différentes d'animaux que vous allez devoir choisir pour composer votre deck. Chaque joueur va en choisir 3 parmi les 9 tour à tour, c'est-à-dire que le premier joueur va en choisir une, ensuite le suivant, le suivant, le suivant. Voilà, et lorsque vous jouez à plus que 2, eh bien vous avez un système de draft qui va vous permettre, comme ceci, de récupérer vos différentes factions. Le joueur 1 aura sélectionné ses factions qui sont justifiées ici, à savoir les tigres, les caméléons et les pandas. Et le joueur 2 aura les renards, les ratons laveurs et les rhinos. Ici, vous avez les différents points de dégâts que vous allez pouvoir mettre sur les cartes lorsque vous allez infliger des dégâts à des personnages ou aux forteresses. On va y venir juste après. Et ici, vous avez des points de furie qui vont vous permettre d'augmenter la valeur de combat de vos cartes animaux. Alors, comment se compose un deck de joueurs? Eh bien, comme je vous l'ai dit, vous allez prendre 3 factions comme ici, les tigres, les caméléons et les pandas. Vous allez récupérer les 3 cartes forteresses. Donc, dans chaque deck, vous avez une forteresse. Vous allez les mettre de côté. Et vous allez ensuite prendre les différentes cartes, vous allez prendre les 3 paquets de cartes et les mélanger pour ne former qu'une seule et unique pioche. Alors qu'est-ce que vous allez trouver sur une carte? Eh bien si on regarde, hop, je pousse les intercalaires. Alors ceux-ci ce sont des intercalaires qui ne seront pas utiles en jeu, mais qui vont vous servir pour ranger votre jeu dans la boîte et pouvoir trier les cartes. Ici, on a une carte forteresse. Alors déjà, quel est le but du jeu de Indomptable? Eh bien, ça va être un affrontement direct comme ceci avec des cartes pour essayer de détruire les forteresses de votre adversaire. Vous avez une carte forteresse par faction, donc il va falloir venir à bout des 3 cartes forteresse pour gagner la partie. Qu'est-ce que vous avez trouvé d'autre comme carte? Eh bien, vous avez trouvé des cartes animaux et des cartes objets. Alors, on va s'attarder sur les cartes forteresse dans un premier temps. Alors, pour reconnaître de quelle faction est votre carte, eh bien vous avez toujours le petit symbole qui correspond à votre faction, donc ici le tigre. Vous allez avoir le nom, ensuite le type de carte, donc là ici c'est une forteresse, ici un animal, ici un objet. La magnifique illustration qui va avec, ici ce sera le nombre de points de vie, c'est-à-dire votre nombre de défense en gros par rapport à votre carte. Donc ici cette forteresse a 7 points de vie, mais on va compter ça comme des points de vie. Et vous allez donc devoir attaquer la forteresse pour lui faire 7 dégâts. Quand vous lui aurez fait 7 dégâts, eh bien vous passez à la suivante, et ainsi de suite. Chaque carte forteresse a un pouvoir qui est inscrit ici, et vous allez pouvoir l'utiliser une seule fois par tour. Pour l'utiliser, eh bien à chaque fois, il va falloir payer une certaine ressource qui s'appelle le soutien. Ce petit symbole de papate ici, eh bien ça s'appelle le soutien dans le jeu. Je vais vous expliquer juste après comment ça fonctionne. Vous avez 2 ressources dans le jeu, il y en a une qui s'appelle la puissance et l'autre qui s'appelle le soutien. Vous allez faire les 2 ressources grâce à vos cartes, les cartes que vous aurez en main. Une carte animale eh bien, va se composer exactement de la même façon, sauf que vous allez avoir des informations supplémentaires, comme ici par exemple, le petit 2 qui correspond au coût de la carte. C'est-à-dire que vous allez devoir utiliser de la puissance pour pouvoir jouer une carte grâce à sa valeur qui est juste ici. La valeur dans le cadre rouge ici, vous vous en doutez bien, c'est la valeur d'attaque de la carte. À chaque fois qu'il va attaquer un animal ou une forteresse, eh bien cet animal, ce panda, va attaquer avec une force de 2. Vous aurez également ici ses points de vie et vous allez avoir également des petits pouvoirs qui seront juste ici, comme par exemple ce panda. Eh bien vous allez, quand vous utilisez la capacité de votre forteresse sur le même tour, c'est-à-dire par exemple, imaginons qu'on joue ces 2 cartes-là, vous utilisez le soutien ici, vous payez du soutien pour utiliser le pouvoir de votre carte forteresse, et si vous attaquez après, eh bien celui-ci, ce personnage va gagner 1 de furie, donc plus 1 en attaque, avec un petit pion que vous allez mettre juste dessus.
Vous allez avoir quelques mots-clés également, comme ici, dernière parole. Eh bien, l'effet dernière parole s'appliquera lorsque cette carte, cet animal, ce panda, sera battu, et donc vous appliquerez l'effet qui est juste ici. Pour les objets, eh bien, c'est exactement la même chose. Vous allez avoir une carte comme ceci avec un nom, un type, une illustration et un pouvoir, le pouvoir de l'objet, et donc une force de puissance qui va vous permettre d'acheter cette carte parmi votre main pour la jouer. Je mélange tout ça, je mets en place et je vous retrouve juste dans un instant pour vous montrer comment se passe une zone de jeu et un combat. Alors voilà, nous avons nos deux zones de jeu, ici le joueur 1, ici le joueur 2 avec les forteresses. Alors comment vous allez choisir l'ordre de vos forteresses? Eh bien c'est très simple, c'est vous qui décidez. Vous allez regarder quel pouvoir vous intéresse en premier et vous allez les mettre au-dessus, etc. Et puis vous allez donc classer vos forteresses comme vous le souhaitez. Vous avez donc mélangé vos trois decks, vos trois factions pour ne former qu'un seul deck. Le premier joueur va prendre 8 cartes, les 8 premières cartes pour former sa main. Le deuxième joueur va quant à lui pouvoir piocher 9 cartes, mais avant cela, il va prendre la première carte de son deck, il ne va pas la regarder et il va la placer juste en dessous de ses petites forteresses. Cette carte va s'appeler un bonus de puissance et c'est un petit peu un avantage du fait de jouer en deuxième position, et donc il va pouvoir utiliser cette carte à tout moment pour augmenter sa zone de puissance. Maintenant que la mise en place est faite, il reste une dernière chose, vous allez prendre une carte parmi celles qui sont disponibles dans votre main, donc peu importe, vous allez regarder, et vous allez la mettre dans votre zone de soutien. Il faut savoir que cette zone de soutien, eh bien, va vous permettre donc d'activer les effets des forteresses et d'autres effets de cartes dans votre deck. Ces cartes sont, pour ainsi dire, perdues ensuite, puisque à chaque fois que vous allez utiliser votre soutien, ces cartes seront définitivement retirées de la partie. À savoir que lorsque vous utilisez un objet par exemple, lorsque vous avez fini de l'utiliser, eh bien cet objet va dans votre zone de soutien. Lorsque vous avez un animal qui est battu et qui est mort, eh bien il va dans votre zone de soutien. Il ne sort pas du jeu, il passe d'abord par cette case et ensuite il sortira du jeu lorsque vous l'aurez utilisé. Les seules cartes à ne pas passer par votre zone de soutien sont les forteresses qui elles seront retirées du jeu dès qu'elles seront détruites. Le joueur 2 fait de même et met cette carte par exemple dans sa zone de soutien. Alors vous allez pouvoir jouer autant d'actions que vous le pouvez, c'est-à-dire que le temps que vous pouvez faire des choses, vous les faites. Quand vous ne pouvez plus, votre tour est terminé. Donc lors de la phase principale de votre tour, donc je vous l'ai dit, vous pouvez jouer autant d'actions que vous voulez. Vous pouvez jouer une fois le pouvoir de votre forteresse. Vous pouvez jouer une carte de votre main à condition de la payer grâce à votre zone de puissance qui va arriver très bientôt, vous allez voir. Et vous pouvez également utiliser 2, si vous avez une valeur de 2 dans votre zone de puissance, vous pouvez utiliser 2 de puissance pour piocher une nouvelle carte de votre deck. Donc lors de votre tour, vous allez pouvoir mettre des cartes dans votre zone de puissance, à savoir que par tour, vous ne pourrez en mettre qu'une pour un maximum de 5. Vous ne pourrez jamais avoir plus que 5 cartes ici. Lorsque vous allez vouloir faire ceci, eh bien vous prenez une carte de votre main, vous la mettez face retournée juste ici dans votre zone de puissance. Vous voyez ici, il y a zone de puissance et ici la zone de soutien. Et lorsque vous allez les utiliser, ces fameuses cartes, eh bien vous allez les incliner pour utiliser la puissance de la carte. Donc on peut regarder si effectivement on peut jouer une carte. Il va falloir forcément choisir une carte avec une valeur 1. Prenons celle-ci par exemple, j'incline ma carte pour utiliser ma puissance et je mets l'animal juste ici au-dessus. Vous avez donc un effet d'arrivée ici que je ne pourrais pas appliquer puisque il faudrait que j'ai un autre animal dans ma zone pour appliquer l'effet en question. Et vous avez ici le terme garde. Alors attention, puisque lorsque vous avez le mot-clé garde sur votre carte, eh bien celui-ci va être une espèce de bouclier vivant qui fait que votre adversaire ne pourra attaquer ni votre forteresse ni un autre animal le temps que le garde est toujours ici sur la zone de jeu. Alors lorsque vous mettez en jeu un animal, si celui-ci n'a pas le mot-clé déferlement, eh bien il sera épuisé dès son arrivée, vous ne pourrez pas l'utiliser sur ce tour. Si vous n'avez plus d'action possible à faire, eh bien vous allez prendre 2 cartes de la pioche, les ajouter à votre main et vous allez regarder attentivement votre main et mettre une carte parmi toutes celles de votre main dans votre zone de soutien.
Cette phase correspond à la phase d'entretien et lors de cette phase d'entretien, eh bien, vous allez également redresser toutes les cartes qui auront été épuisées. Donc le monstre, l'animal pardon, est rentré en jeu épuisé. Lors de ma phase d'entretien, il est à nouveau redressé. On va alors s'intéresser au tour du deuxième joueur qui lui va également pouvoir mettre une carte par exemple en puissance grâce à sa main. Disons celle-ci, hop, il la met juste ici. Il a ici une réserve de puissance qu'il peut utiliser quand il veut. Eh bien allons-y, on l'utilise. J'ai désormais 2 cartes de puissance dans ma zone de puissance. Je peux alors jouer une carte avec une puissance de 2 par exemple. Alors j'aurais pu utiliser également 2 cartes, j'aurais pu mettre en jeu 2 cartes de puissance 1, mais là je vais utiliser mes cartes, une carte de puissance 2 et celle-ci a un effet de déferlement. Alors il y a également un effet à l'arrivée, vous pouvez infliger 2 dégâts à cette carte, si vous le faites elle gagne 2 de furie. Pour le coup, dans le cas de figure présent, ce n'est pas intéressant, ça aurait pu l'être pour attaquer par exemple la forteresse, mais pour l'instant il va falloir se débarrasser de ce chimiste évomorphe pour pouvoir aller attaquer la forteresse de l'adversaire. Donc celui-ci, étant donné qu'il a le déferlement, il n'est pas épuisé lors de son arrivée, il peut attaquer le personnage qui est juste ici, la carte animale juste ici de la faction des lézards. Il va l'attaquer pour une puissance de 1. Le lézard a une défense de 1, donc il perd 1 point de vie, il est mort. Celui-ci va dans la zone de soutien de son propriétaire, mais attention, lorsque vous combattez, eh bien, vous allez prendre également les dégâts sur votre animal correspondant à la force d'attaque de l'animal que vous attaquez. Donc ici, je prends un dégât sur mon rhino. Ma phase de jeu principale est donc terminée. Je peux à nouveau redresser ma puissance. Je vais prendre 2 cartes de mon deck, je les mets dans ma main et dans ma main, eh bien, je vais choisir une carte que je vais mettre en soutien pour mon prochain tour. Alors une dernière petite chose à vous expliquer avant de vous donner mon avis sur le jeu. Vous voyez ici qu'il y a une petite bannière avec une étoile dans le haut de la carte. Eh bien lorsque vous allez avoir une forteresse qui va être détruite, la forteresse va sortir du jeu complètement, donc on l'écarte complètement du jeu. Si c'est votre première forteresse, eh bien vous allez devoir piocher une carte de votre deck. Si celle-ci a un petit symbole comme celui-là dans le haut, eh bien la carte que vous avez piochée à ce moment-là, vous allez pouvoir la mettre en jeu immédiatement. Si c'est votre deuxième forteresse qui est détruite, vous allez pouvoir prendre 2 cartes. Eh bien voilà, je crois que vous savez tout maintenant sur Indomptable. Vous voyez, c'est pas compliqué et c'est plutôt fun. On se retrouve dans un instant pour les avis sur ce jeu. Vous savez tout désormais sur le fonctionnement d'Indomptable. Et bien qu'est-ce que l'on en a pensé? Lorsque vous allez jouer à ce jeu, vous allez devoir réfléchir un tout petit peu pour faire des combos les plus intéressants possibles afin de pouvoir attaquer intelligemment et plutôt d'être rusé pour attaquer les animaux qui vont bien à certains moments et surtout pour aller défoncer les forteresses de votre adversaire ou de vos adversaires. Moi personnellement, je préfère jouer à 2 à ce jeu puisqu'en fait je trouve que les longueurs à plus de joueurs m'embêtent un petit peu et puis il y a ce côté où on va choisir un joueur pour l'attaquer, il peut y avoir un peu d'acharnement alors qu'à 2 joueurs, voilà, c'est un affrontement face à face et c'est très bien comme ça. L'anticipation de vos prochaines actions pendant le tour de votre adversaire est pour moi vraiment primordiale pour garder une espèce de rythme vraiment assez soutenu dans ce jeu pour qu'il puisse rester fun et qu'on n'y passe pas 3 heures entre chaque main parce que vraiment c'est le genre de jeu qui pour moi si on y réfléchit trop, si on y passe trop de temps, et en fait ça perd de son sens. Donc voilà, essayez de jouer rapidement, de connaître les cartes, vous allez forcément les connaître au fur et à mesure si vous jouez un petit peu avec les mêmes factions sur les différentes parties, vous allez forcément connaître vos cartes, vous allez jouer beaucoup plus vite. Attention aux effets d'arrivée, de garde, de déferlement, j'en oublie, de dernière parole, car c'est le genre de truc que vous allez pouvoir parfois passer à côté et puis ça change quand même un peu la donne du jeu. Donc voilà, n'oubliez pas que vous ne pourrez pas avoir plus que 5 de puissance dans votre zone de puissance et puis les cartes de soutien c'est quand même très utile pour activer vos effets de forteresse. Et bien voilà, vous allez passer forcément des moments plaisants avec ce jeu. Alors vous allez pouvoir jouer jusqu'à partir de 4 joueurs avec 2 boîtes puisqu'il va falloir forcément plus de factions même si c'est les mêmes. J'imagine que d'autres factions vont arriver
si le jeu fonctionne bien en extension, puisqu'en fait vous avez de la place dans la boîte pour mettre différentes extensions. Il y a des petites intercalaires qui sont là pour trier la boîte, sauf que évidemment si vous rangez votre boîte dans ce sens là ou comme ça, et ben en fait ça va pas rester en place, je vous le garantis. Il va falloir être bien à plat pour que ça marche. Mais bon, le principe est quand même sympathique de mettre des intercalaires pour ranger le jeu facilement. Et ben voilà, écoutez, maintenant que vous savez tout sur Indomptable, et ben alors, tu joues ou quoi?